Votre sœur a un avenir. Tu ranges des étagères pour gagner ta vie, a annoncé ma mère. Sa voix portait facilement par-dessus la douce musique de jazz et le cliquetis des verres en cristal. Coûteux. C'est elle l'histoire à succès. Tu es celle que nous cachons aux invités. Mes parents ont ri. 19 personnes ont renversé la tête en arrière et ont ri de moi à gorge déployée. J'étais debout dans l'ombre près de la porte de la cuisine, tenant un lourd plateau d'argent rempli de leurs assiettes salées de leurs flûtes de champagne vides. J'ai regardé mon oncle Alden se frapper le genou. J'ai regardé ma cousine Fallon couvrir sa bouche pour étouffer ses gloussements. Et j'ai regardé ma jeune sœur, Blé, assise dans sa robe de soie de créateur, baissant les yeux et faisant tourner son vin, laissant la blague suivre son cours. La chaleur dans ma poitrine fut immédiate et suffocante. C'était une brûlure acide familière que j'avais ravalée pendant des décennies. Pendant 23 ans, j'avais été la blague de la famille. J'étais l'histoire édifiante qu'ils chuchotaient à leurs enfants. L'échec, le bouc émissaire. Ma mère, Chorus, avait passé toute ma vie à élaborer soigneusement ce récit, me dénigrant en public pour pouvoir ériger un monument à la gloire de Blé. Ce soir était censé être le couronnement de ce monument. Nous célébrions la start-up technologique de Blé, qui recevait un afflux massif de fonds. Mais alors que les rires s'éteignaient et que ma mère se retournait pour rayonner sur sa fille parfaite, une concentration froide et dure s'est installée en moi. Je n'ai pas fait tomber le plateau. Je n'ai pas pleuré. Mes mains étaient remarquablement stables car, pendant qu'ils riaient de la femme qu'ils pensaient que j'étais, ils n'avaient aucune idée de qui se tenait réellement dans leur salle à manger. Ils n'avaient aucune idée de l'ampleur que la situation était sur le point de prendre ni de la magnitude de l'avalanche qui se dirigeait déjà vers eux. Je me suis lentement redressé. Puis la porte s'est ouverte. Mon partenaire commercial est entré, a posé un contrat sur la table et a dit qu'elle venait de vendre sa société d'investissement pour 1,8 milliard de dollars. Personne ne vous l'a dit? Mais laissez-moi revenir en arrière. Car vous devez voir exactement jusqu'où ma mère était prête à pousser avant que je ne décide de réduire son royaume en cendres. La fête se tenait dans le vaste domaine de ma mère en banlieue. C'était une maison qui ressemblait à une couverture de magazine, mais qui donnait l'impression d'être un musée entièrement dédié à ma sœur. Partout où vous regardiez, il y avait des articles encadrés, de fausses récompenses pour des réussites et des photos soigneusement mises en scène de Blé, rayonnante et pleine de succès. L'air sentait la nourriture de traiteur coûteuse, l'ail rôti et le lourd parfum floral que ma mère portait toujours pour intimider les gens. J'étais arrivé à 18 heures. J'avais conduit 40 minutes directement depuis une visite de site sur l'une de mes propriétés. Je portais un pull gris délavé et un pantalon noir uni. Je ressemblais exactement à la personne qu'ils croyaient tous que j'étais. Ma mère m'avait accueilli à la porte avec un regard que je recevais depuis l'âge de 7 ans. Un rapide balayage de haut en bas, me classant dans une catégorie qu'elle avait décidée il y a des décennies. Elle m'a immédiatement tendu une pile de serviettes de cocktail et a montré la cuisine. « Rends-toi utile, marin », avait-elle dit. Son ton était empreint de cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle voulait vous blesser, profondément sans laisser de marque visible. Les parents de Mérite sont ici. Essaie de ne pas traîner près d'eux. Nous voulons faire bonne impression ce soir. Mérite était le fiancé de Blé. Il venait de l'ancienne fortune. Le genre d'argent qui vous achète une place à des tables que vous n'avez jamais méritées. Il est resté derrière la chaise de Blé toute la nuit, sa main posée sur son épaule comme si elle lui appartenait, ramenant chaque conversation à l'évaluation de 50 millions de dollars de son entreprise. J'avais hoché la tête à ma mère, pris les serviettes et passé les 2 heures suivantes à débarrasser les assiettes, à remplir le seau à glace et à chercher de nouvelles bouteilles de vin. Je l'ai fait parce que résister ne faisait que donner à Chorus les munitions qu'elle voulait. Je l'ai fait parce qu'une partie de moi, une petite partie têtue et stupide, se demandait encore si jouer le rôle qu'il m'avait assigné suffirait un jour à gagner un semblant de paix. Cela n'a jamais été le cas. L'espoir est un animal têtu, mais il ne meurt pas simplement parce que vous l'affamez. Je me déplaçais au sein de ma propre famille comme une servante engagée. Et la partie la plus étrange, celle qui me serre encore la poitrine,
C'est qu'aucune de ces 19 personnes n'a trouvé cela bizarre. Pour eux, c'était l'ordre naturel des choses. Blé était assise et servie. Le soleil se levait à l'est. Marin portait la glace. Personne ne m'a proposé son aide. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. Personne n'a sorti une chaise pour que je m'assoie. J'étais un fantôme hantant mon propre arbre généalogique. Vers 19 heures, mon oncle Alden m'a attrapé le poignet alors que je passais avec le pichet d'eau. Alden était un homme bruyant et exubérant qui avait co-signé l'un des premiers prêts commerciaux de Blé et qui vivait de cette histoire depuis lors. Il se tenait près de l'imposante cheminée en pierre, tenant la cour avec un verre de bourbon dans sa main libre. J'ai toujours su que Blé avait l'esprit d'une fondatrice, a claironné Alden au père de mérite. Sans même me regarder alors qu'il me prenait le pichet d'eau des mains. C'est dans le sang, vous savez. Nous sommes une famille de visionnaires. Chorus est passée près de moi en glissant, sa lourde robe de soie bruissant contre le parquet. Elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour se pencher et murmurer à ses futurs beaux-parents, s'assurant que sa voix était juste assez forte pour que je l'entende. Marin. Oh, elle travaille dans un supermarché, elle range surtout des étagères. C'est un travail honnête, je suppose. Pauvre petite, tout le monde n'est pas béni avec un cerveau comme celui de Blé. Elle a soupiré, un soupir tragique et théâtral, se peignant comme la mère qui souffre depuis longtemps d'une énorme déception. J'ai ramassé une assiette sale sur une table d'appoint voisine, gardant mon visage entièrement vide d'expression. Je suis retourné vers la cuisine, sentant le poids de leur pitié et de leur dégoût collectif peser sur mon dos comme un fardeau physique. J'ai souri d'un sourire mince et invisible. Ma mère avait raison sur une chose. Je passais beaucoup de temps dans les supermarchés. Je regardais les étagères. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucune de ces 19 personnes buvant du vin gratuit ne savait, c'était exactement qui possédait ces étagères. Ils pensaient regarder un échec. Ils regardaient en réalité la personne détenant l'acte de propriété de toute leur réalité. Combien d'humiliations allais-je encore supporter avant de leur laisser voir le personne sans scrupules qu'ils avaient créé? Pour comprendre la cruauté pure de cette nuit, vous devez comprendre le musée de la douleur que ma mère a construit, exposition par exposition. Année après année. Nous n'avons pas toujours vécu dans une maison avec un lustre. Nous n'avons pas toujours bu du champagne cher et servi des familles de l'ancienne fortune. Quand j'avais 14 ans et Blé 9, mon père est décédé subitement, nous laissant avec rien d'autre qu'une montagne de mauvaises dettes. Un toit qui fuyait et un compte en banque qui se vidait rapidement. Chorus a paniqué. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, comptant entièrement sur son apparence et les revenus fragiles de mon père pour se maintenir à flot. Quand l'argent a disparu, sa fierté n'a pas disparu. Au lieu de trouver un travail, au lieu de retrousser ses manches et de protéger ses enfants, elle a trouvé un plan. Et son plan, c'était Blé. Blé était jolie, délicate et possédait le genre de charme aux yeux écarquillés qui donnait envie aux adultes de vider leur portefeuille pour elle. Ma mère a regardé sa plus jeune fille et a vu un billet de loterie gagnant. Elle m'a regardé, moi, l'adolescente pratique, silencieuse et aux larges épaules, et a vu une bête de somme. Elle a vu quelqu'un qu'elle pouvait utiliser. Quand la facture d'électricité est arrivée, imprimée à l'encre rouge de colère, menaçant de couper notre courant au milieu de l'hiver, c'est moi qui suis sorti et ai trouvé un travail. J'ai été embauché au noir dans un immense entrepôt d'épicerie régionale à la périphérie de la ville. J'avais 14 ans, je travaillais de nuit, déplaçant de lourdes palettes en bois de conserve et remplissant d'immenses étagères industrielles jusqu'à ce que mes muscles hurlent d'agonie et que mes mains soient couvertes de minuscules coupures de carton cuisantes qui ne semblaient jamais guérir. L'entrepôt était glacial en hiver et suffocant en été. Je rentrais à la maison à 4 heures du matin, sentant la poussière et le café rassis. Je dormais pendant 3 heures épuisé, puis je me traînais au lycée. Je n'avais pas de vie sociale. Je n'avais pas de passe-temps. J'avais un uniforme et une carte de pointage. Chaque dollar que je gagnais allait dans une boîte en fer blanc rouillé sur le comptoir de la cuisine. Et chaque dollar de cette boîte servait à financer l'illusion de l'enfance parfaite de Blé.
Mon argent payait les factures d'électricité en retard pour que Blé puisse pratiquer ses routines de ballet dans un salon lumineux. Mon argent lui achetait les costumes coûteux. La partie la plus tordue était que Chorus n'a jamais dit à Blé d'où venait l'argent. Quand un piano neuf et cher est apparu dans notre salon pour le 10e anniversaire de Blé, ma mère lui a dit que c'était une subvention d'une association caritative locale pour les arts. Je me tenais dans l'embrasure de la porte ce matin-là, portant mon manteau gris trop grand. Mes doigts enveloppés dans des bandages bon marché pour cacher les ampoules douloureuses de l'entrepôt. J'ai regardé ma sœur tracer les touches noires brillantes, son visage illuminé d'une joie pure. J'avais travaillé des doubles quarts pendant 7 mois consécutifs pour acheter ce piano. Je l'ai acheté avec mes sacrifices et ma sueur, et ma mère se tenait là, souriant doucement, caressant les cheveux de Blé, effaçant complètement mon existence. Tu vois, Blé, avait dit Chorus, sa voix dégoulinant d'affection, les gens spéciaux se font remarquer. L'univers pourvoit aux filles qui ont un avenir. Quand je l'ai finalement confrontée dans la cuisine plus tard cette nuit-là, lui demandant pourquoi elle avait menti sur l'argent que je m'étais cassé le dos à gagner, Chorus avait simplement remué son thé et m'avait regardé avec des yeux froids et vides. Ne sois pas égoïste, marin. Blé a besoin de confiance. Savoir que sa sœur transporte des boîtes au milieu de la nuit nous fait passer pour des déchets. Elle va devenir quelqu'un. Tu es juste là pour aider. J'étais laide. C'était mon titre officiel dans la hiérarchie familiale. Le point de rupture final est survenu quand j'avais 18 ans. J'avais secrètement postulé à une école de commerce de premier plan. Étudiant tard dans la nuit sous la faible lumière d'une seule lampe de bureau après mes quarts à l'entrepôt. Contre toute attente, j'ai réussi à obtenir une bourse partielle. Mais j'avais besoin d'exactement $2000 pour couvrir le reste des frais de scolarité et les frais de dortoir. J'avais caché de l'argent dans une enveloppe en papier usé collée sous mon matelas pendant 2 années entières. Chaque quart supplémentaire, chaque repas sauté allait dans cette enveloppe. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, mon cœur s'est envolé. Je suis allé chercher l'argent pour acheter un mandat et assurer mon avenir. L'enveloppe avait disparu. Le ruban adhésif était décollé, laissant un résidu collant sur le cadre du lit. J'ai trouvé Chorus dans le salon, feuilletant nonchalamment un catalogue de mode haut de gamme. Elle n'a même pas scié quand je suis entré d'un pas décidé, la poitrine haletante. Et que j'ai exigé de savoir où étaient passées mes économies. Blé avait besoin d'un coach vocal privé. A-t-elle dit sans lever les yeux d'une page affichant des colliers de diamants. Elle a une audition le mois prochain. C'est un investissement dans son avenir. C'était mon argent pour l'université, ai-je dit. Ma voix tremblait, une rare fissure dans mon armure soigneusement construite. Je l'ai gagné. J'ai sué pour ça. Oh, arrête d'être dramatique, a claqué Chorus, me regardant enfin avec un dédain pur et sans filtre. Tu n'es pas faite pour une école de commerce chic, marin. Regarde tes mains. Regarde tes vêtements. Tu es une travailleuse. Sois réaliste. Tu peux garder ton travail à l'entrepôt et aider à payer cette maison. Ta sœur a vraiment du potentiel. Ce fut le moment où la dernière corde qui me liait à ma mère s'est rompue définitivement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'objet. La rage en moi a contourné le feu pour aller directement à la glace. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fait un seul sac de sport avec mes quelques affaires et je suis sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai fermé doucement. J'ai fermé beaucoup de portes doucement dans ma vie. Quand vous grandissez en apprenant que tout bruit que vous faites sera simplement utilisé comme preuve de votre nature instable, vous apprenez à vous déplacer comme un fantôme. J'ai fermé la porte. J'ai marché 5 kilomètres jusqu'à une gare routière sous une pluie battante et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai passé les 2 décennies suivantes à construire une forteresse autour de mon cœur. Mais les fondations de cette forteresse ont été construites sur les cendres de cette enveloppe. Volée. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous deviez vous éloigner de votre propre sang? Je dois vous dire la vérité sur ma vie maintenant pour que vous compreniez l'ironie purée délicieuse de la situation dans laquelle je me trouvais à cette fête. Je ne suis pas une employée d'épicerie. Je n'ai pas été une employée d'épicerie depuis l'âge de 19 ans.
Je suis la fondatrice et l'unique propriétaire d'Apex Holdings. Une énorme société de capital investissement spécialisée dans l'acquisition de chaînes de vente au détail en difficulté. La liquidation de leurs mauvaises dettes et leur reconstruction en empire très rentable. Je possède les supermarchés, tous, dans 3 États. Je possède les entrepôts, les centres de distribution, les flottes de camions et les terrains sur lesquels ils sont tous construits. J'ai transformé le traumatisme de ma jeunesse en un mastodonte financier. Mais je ne suis pas le genre de PDG qui reste assise dans une tour de verre à regarder des feuilles de calcul toute la journée. Ma philosophie, née de ces nuits brutales où, à 14 ans, je transportais des palettes dans le froid. Est que vous ne pouvez pas redresser une entreprise en faillite si vous ne savez pas exactement comment fonctionne le terrain. Les feuilles de calcul mentent. Le terrain dit la vérité. Donc, quelques fois par mois, je mets un uniforme d'employé standard. Je prends un presse-papier ou un outil de tarification et je parcours les allées des magasins que je viens d'acquérir. Je range des étagères. J'écoute les directeurs se plaindre. Je regarde où se cachent les inefficacités. C'est le seul moyen de trouver la pourriture et de l'éliminer. Il y a 6 mois. Lors d'une de ces visites de site sous couverture dans une chaîne récemment en faillite de notre ville natale, ma cousine Fallon est entrée dans l'allée des produits laitiers. Elle m'a vu portant un polo bleu générique, transportant une lourde caisse en plastique de carton de lait. Elle s'est arrêtée net. Elle a sorti son téléphone. Elle a pris une photo. Je l'ai vue faire. Elle s'est dépêchée de partir sans me dire un seul mot. Et le soir même, toute la famille élargie avait reçu la photo dans une conversation de groupe dont je ne faisais pas partie. Le verdict était unanime et permanent. Marin avait 41 ans et rangeait toujours des étagères pour le salaire minimum. La paria de la famille leur avait donné raison à tous. Je ne les ai jamais corrigés. Pourquoi l'aurais-je fait? Laissez-les avoir leur histoire. Cela les tenait à l'écart de moi. Cela les empêchait de me demander de l'argent, de mendier des emplois, d'essayer de se frayer un chemin dans la paix que j'avais construite. Mais l'univers a un sens de l'humour pervers. Car pendant que j'étendais tranquillement mon empire, Blé construisait bruyamment sa start-up technologique. C'était une plateforme logicielle destinée à révolutionner la gestion des stocks de détail. Ma mère paradait Blé à travers l'État comme un cheval de course primé, se vantant de son génie auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Blé a fait l'objet d'articles dans des magazines d'affaires locaux. Elle a donné des discours lors de petits événements de réseautage. Ce que Chorus ne savait pas, et ce que Blé essayait désespérément de cacher derrière ses robes en soie coûteuses et ses voitures de luxe en leasing, c'est que la start-up était un échec catastrophique. Blé était excellente pour donner des interviews, mais elle n'avait absolument aucune idée de comment gérer une entreprise. Elle perdait de l'argent, se noyait dans des dettes toxiques et mentait sur ses rapports financiers pour tenir les investisseurs à distance. 3 semaines avant ce dîner, le conseil d'administration de Blé a paniqué. Ils étaient à quelques jours de déclarer faillite et de faire face à de graves problèmes juridiques. Pour les chiffres qu'ils avaient fabriqués. Dans un dernier geste désespéré, ils ont vendu toute l'entreprise pour une bouchée de pain à un fonds d'investissement anonyme et sans visage. Juste pour éponger leurs dettes et éviter de faire face à de graves conséquences juridiques. Ce fonds d'investissement sans visage était Apex Holdings. J'ai acheté l'entreprise de ma sœur. J'ai absorbé ses dettes, viré son équipe de direction incompétente du jour au lendemain et possédé légalement chaque ligne de code qu'elle avait jamais prétendu inventer. Je l'ai fait parce que le logiciel de base avait du potentiel une fois débarrassé du terrible leadership de Blé. Franchement, parce que c'était une décision commerciale impitoyable et solide. Mon nom était enfoui profondément dans les documents d'acquisition sous des couches de société, écran et de jargon juridique. Blé savait seulement qu'elle avait été rachetée par une énorme holding basée en ville. Elle n'avait aucune idée que le fantôme dans la machine détenant les clés de tout son avenir était la sœur qu'elle pensait ranger des boîtes de conserve de soupe. Ce qui nous ramène à la fête. Je me tenais près de l'îlot de cuisine, essuyant le comptoir en marbre avec un chiffon humide, écoutant le bruit croissant de la célébration dans la salle à manger. J'étais venu ce soir avec l'intention de manger un morceau de gâteau,
de sourire poliment et de rentrer chez moi dans ma vie tranquille. J'allais laisser Blé prétendre qu'elle était une visionnaire qui avait obtenu un rachat stratégique, plutôt qu'une menteuse désespérée qui avait à peine échappé à la ruine financière. J'allais les laisser garder leur illusion parce que la leur enlever me semblait demander plus d'efforts qu'ils n'en valaient. Mais j'ai alors entendu le tintement sec et exigeant d'un couteau contre du cristal. Chorus appelait la salle à l'attention. J'ai ramassé mon chiffon, suis sorti de la cuisine et me suis appuyé contre le cadre de la porte en bois. C'était l'heure du discours. Le discours qui allait changer la trajectoire de notre famille pour toujours. Que se passe-t-il quand vous tendez un micro à un menteur qui ne réalise pas que la vérité se tient juste derrière lui? La salle à manger est tombée dans un silence complet alors que ma mère reculait, faisant un grand geste vers Blé avec son verre de vin. Blé se leva lentement, lissant le devant de sa robe de créateur, s'assurant que tous les yeux étaient fixés sur elle avant de parler. Elle avait toujours été une maîtresse de la scène. Une compétence que sa mère lui avait inculquée depuis qu'elle était une bambine en chaussons de ballet. « Merci, maman » dit Blé. Sa voix tremblait d'une émotion parfaitement calibrée, paraissant fragile mais résiliente. Et merci à vous tous d'être ici ce soir. Cette dernière année a été incroyablement difficile. Construire une entreprise à partir de zéro. Se battre pour une vision que personne d'autre ne pouvait voir. Cela pèse sur une personne. Elle s'arrêta, levant une main délicate pour essuyer une larme inexistante de sa joue. Mérite, son fiancé, tendit la main et lui frotta le bas du dos en signe de profond soutien masculin. Il regarda autour de la pièce, s'assurant que tout le monde voyait quel partenaire attentionné il était pour cette femme brillante. Mais aujourd'hui, je peux enfin dire que toutes ces nuits blanches en valaient la peine. A poursuivi Blé, sa voix s'élevant triomphalement. Notre start-up a été officiellement évaluée et acquise dans le cadre d'un partenariat stratégique, d'une valeur de 50 millions de dollars. La salle éclata en applaudissements nourris. Mon oncle Alden siffla bruyamment, tapant du pied. Les parents de Mérite rayonnaient, leurs visages brillants de satisfaction, clairement ravis que leur fils se marie dans une famille aussi exceptionnellement riche. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, la regardant, mon chiffon serré dans ma main. 50 millions de dollars. C'était un mensonge stupéfiant et audacieux. L'entreprise avait 48 millions de dollars de dettes. Le prix de rachat réel que j'ai payé suffisait à peine à couvrir les frais juridiques et les indemnités de licenciement nécessaires pour nettoyer son gâchis. Blé se tenait devant 19 personnes, transformant un échec total en un triomphe historique. Elle les regardait dans les yeux et mentait avec une aisance terrifiante. C'est de cela que je parle. A beugler Alden par-dessus les applaudissements, levant son verre bien haut. C'est la génétique de cette famille. Une volonté pure, une intelligence pure. Enfin, à l'exception de quelques mutations génétiques. Il me lança un regard pointu et moqueur. Plusieurs cousins ricanèrent, cachant leur sourire derrière leurs mains. Fallon se pencha et chuchota quelque chose à son mari. Tous deux jetant un coup d'œil à mon pull gris usé et au chiffon humide que je tenais. Ma tante Tanson, qui était assise près du bout de la longue table, avait l'air nettement mal à l'aise. Tanson était la seule à m'avoir jamais montré une once de gentillesse quand j'étais enfant. Elle m'avait une fois donné un manteau chaud quand Chorus refusait de m'en acheter un. Tanson me regarda maintenant, ses yeux remplis de pitié, et articula à travers la pièce. Tu n'as pas à écouter ça, marin. Mais je lui ai juste offert un petit sourire crispé. J'ai regardé Mérite, qui bombait le torse comme un pan fier. C'était un banquier d'affaires, le genre de type qui vivait et respirait le statut. Portant un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il pensait avoir décroché une milliardaire de la technologie. J'ai commencé à faire le calcul dans ma tête, calculant la trajectoire exacte de sa ruine. Me demandant à quelle vitesse son sourire suffisant se dissoudrait s'il voyait les vrais bilans posés sur mon bureau en ville. Je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de cette famille, a poursuivi Blé, tournant son regard larmoyant vers Chorus. Maman, tu m'as toujours dit que j'étais destiné à la grandeur. Tu m'as fait croire que je pouvais construire un empire. Tu as tant sacrifié pour moi. Parce que tu es née pour ça, ma chérie,
a roucoulé Chorus, ses yeux brillants d'une fierté sincère. C'était le regard dont j'avais rêvé toute mon enfance. Le regard que je m'étais cassé le dos à gagner dans un entrepôt glacial. Donné gratuitement à la fille qui venait de lui mentir en face. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû faire demi-tour, me glisser par la porte de derrière. Monter dans ma voiture et retourner à ma vraie vie. Mais il y a une puissante attraction gravitationnelle dans les traumatismes familiaux. Elle ancre vos pieds au sol. Vous défiant de rester et de voir jusqu'où ils sont prêts à infliger des dégâts avant d'être satisfaits. Chorus n'était pas encore satisfaite. Les applaudissements se sont tus, mais ma mère est restée debout. Elle a ramassé une grande boîte joliment emballée sur le sol à côté de sa chaise et l'a placée directement au centre de la table. Elle m'a regardé directement. Son sourire s'aiguisant en quelque chose de redoutable et d'intentionnel. J'ai senti l'air de la pièce changer. La température a chuté. L'ordre naturel des choses était sur le point d'être rétabli. Le monument doré avait été loué. Et maintenant le bouc émissaire devait être sacrifié pour apaiser la foule. À quel jeu tordu ma mère allait-elle jouer? Et étais-je enfin prête à cesser d'être la victime? Maintenant, avant de couper le gâteau, a annoncé Chorus, sa voix résonnant claire et forte. Se répercutant sur les hauts plafonds, j'ai une petite surprise. Nous sommes ici pour célébrer l'incroyable carrière de blé. Mais je ne veux pas que quiconque se sente exclu. La famille, c'est la famille, après tout. Elle m'a fait un signe de la main, un geste dédaigneux et autoritaire du poignet. Comme si elle appelait un chien. Viens ici, marin. Viens chercher ton cadeau. La pièce devint douloureusement silencieuse. 19 paires d'yeux se sont tournés pour me regarder, debout dans l'embrasure de la porte. J'ai senti le resserrement familier dans ma gorge, le vieil instinct d'enfance de me recroqueviller. De m'excuser, de disparaître dans le papier peint. Mais la jeune fille effrayée de 14 ans avait disparu. J'ai forcé mes pieds à bouger. J'ai traversé lentement le tapis perçant épais, le silence s'étirant, lourd et expectant. Rempli seulement du bruit de mes chaussures raisonnables sur le sol. Je me suis arrêté de l'autre côté de la table, face à ma mère. Elle a poussé la boîte joliment emballée vers moi, ses bagues scintillant sous le lustre. Ouvre-la, a-t-elle insisté, ses yeux brillants d'une joie malicieuse. Je l'ai vu et j'ai tout de suite pensé à toi. Je sais à quel point tu travailles dur au supermarché, arpentant ses allées. Faisant tout ce travail manuel. Je voulais t'aider à faire évoluer ta carrière. Te faire sentir un peu plus professionnel devant nos invités de marque. J'ai baissé les yeux sur la boîte. J'ai tendu la main et j'ai lentement dénoué le ruban de soie. J'ai retiré le papier d'emballage coûteux et soulevé le couvercle en carton. À l'intérieur se trouvait une étiqueteuse. Elle était en plastique orange vif et bon marché. Le genre de jouet qu'un enfant pourrait utiliser pour jouer à la marchande ou l'outil le plus basique donné à un stagiaire le premier jour de son travail. Attaché à la poignée se trouvait un post-it jaune écrit de l'écriture élégante de ma mère. Pour la magasinière professionnelle. Essai de viser haut. Quelqu'un a reniflé. Puis Alden a éclaté d'un rire bruyant et retentissant. En quelques secondes, toute la table a éclaté de rire. Fallon se tenait le ventre, des larmes de joie dans les yeux. La mère de Mérite gloussait poliment derrière sa serviette en lin. Essayant de maintenir sa dignité tout en appréciant la cruauté. Je suis resté parfaitement immobile. Regardant le morceau de plastique orange bon marché dans la boîte. Je suppose que Chorus a élevé la voix par-dessus les rires, tenant son verre de vin en l'air. Livrant la réplique qu'elle avait sans aucun doute répétée devant le miroir pendant des jours. Votre sœur a un avenir. Tu ranges des étagères pour gagner ta vie. C'est-elle l'histoire à succès? Tu es celle que nous cachons aux invités. Mais au moins, maintenant, tu peux mettre un prix sur ta dignité. Le rire a enflé jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas pleuré. Mon système nerveux, entraîné par des décennies de guerre émotionnelle et de négociations d'entreprises à haut risque, est devenu complètement calme. La panique que je ressentais habituellement dans ces moments-là a entièrement disparu. Remplacée par une clarté glaciale et terrifiante. J'ai lentement levé la tête et j'ai regardé ma sœur.
Blé ne riait pas. Elle fixait son assiette, son visage rouge d'un rouge profond et inconfortable. Elle avait l'air incroyablement gênée, s'agitant sur son siège, mais elle n'a pas dit un seul mot. Elle ne leur a pas dit d'arrêter. Elle a laissé son fiancé glousser. Elle a laissé sa mère exécuter publiquement mon estime de soi pour que son trône fragile puisse rester en sécurité. Son silence, sa lâcheté absolue à cette seconde précise, a été le catalyseur. C'était le péché final, impardonnable. Si elle m'avait défendu ne serait-ce qu'une fois, j'aurais peut-être tourné les talons. Mais elle m'a laissé souffrir. J'ai plongé la main dans la boîte. J'ai sorti l'étiqueteuse en plastique orange. Je l'ai posée sur la nappe en lin coûteuse avec un clic doux et définitif qui a réussi à percer le bruit de la pièce. Merci, maman, ai-je dit. Ma voix était basse, douce et complètement dépourvue de peur. Elle a traversé les rires comme un coup de tonnerre. La pièce a commencé à se calmer rapidement, confuse par mon absence de crise. Ils s'attendaient à ce que je m'enfuis en pleurant, que je claque une porte. Que je leur fasse une crise de colère dont ils pourraient parler pendant les 5 prochaines années. Au lieu de cela, j'ai tiré la chaise vide et lourde en acajou à côté de Tanson. En plein milieu de la table. Je me suis assise. Chorus fronça les sourcils, son sourire triomphant s'effaçant légèrement sur les bords. Que fais-tu, marin? Il y a encore de la vaisselle dans la cuisine. La vaisselle peut attendre, ai-je dit calmement, posant mes mains à plat sur la table. Mes mains étaient parfaitement stables. Je pense que je vais rester pour le reste de la fête. Ma mère voulait que je sois une employée de supermarché. Très bien. Mais elle a oublié la règle cardinale du commerce de détail. La personne qui remplit les étagères est la seule à connaître la date de péremption exacte de chaque article du magasin. Et en regardant les visages suffisants et confus de ma famille, je savais que la date de péremption de leur illusion venait d'arriver officiellement. Que allait-il faire quand le fantôme déciderait enfin de parler? L'énergie dans la salle à manger a instantanément tourné. Les derniers rires sont morts dans leur gorge, remplacés par une tension épaisse et suffocante. 19 parents me regardaient comme si un meuble s'était soudainement mis à parler. J'étais laide. Laide ne s'assoit pas à la table principale. Laide ne regarde pas les maîtres dans les yeux. Marin, ne fais pas de scène, a sifflé Chorus. Sa voix a complètement perdu sa douce façade maternelle, révélant le pur venin en dessous. Tu te mets dans l'embarras devant nos invités. Lève-toi. Je l'ai ignoré. J'ai sorti de la poche profonde de mon pull gris mon deuxième téléphone. Pas mon téléphone personnel. Le bon marché dont j'ai donné le numéro à ma famille pour qu'ils puissent ignorer mes textos. J'ai sorti l'appareil élégant, lourd et crypté que j'utilisais pour diriger Apex Holdings. J'ai déverrouillé l'écran avec mon pouce et j'ai ouvert un fil de discussion direct avec elle. Elle était mon principal partenaire commercial. Mon principal conseiller juridique est l'un des hommes les plus impitoyablement efficaces de Wall Street. Il avait géré toute la semaine les retombées chaotiques de l'acquisition de la start-up de blé. Fouillant dans les décombres de ses fautes financières. Il était actuellement de retour à Montpentouz en ville. En train de rédiger les documents finaux de transfert d'actifs qui priveraient blé de tout droit légal restant sur son propre code. J'ai tapé un seul message texte. Apporte le contrat, le vrai, chez ma mère tout de suite. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé le téléphone coûteux face contre table à côté de l'étiqueteuse en plastique bon. Marché sur la table. Je ne fais pas de scène, maman, ai-je dit, m'adossant à ma chaise et croisant les jambes. Je prends juste une petite pause. Ranger des étagères est un travail épuisant. Tu l'as dit toi-même. Mérite s'est éclairci la gorge, l'air très agacé par ma présence soudaine à la table des adultes. Il a ajusté les poignets de sa chemise sur mesure et s'est penché en avant. Essayant d'asseoir sa domination sur la triste et pauvre sœur. Écoute, marin. Je sais que voir Blé atteindre ce niveau de succès peut déclencher de profondes insécurités chez toi. C'est naturel, mais ce soir, c'est son soir. Restons positifs. D'accord. Ne gâche pas sa soirée. J'ai regardé Mérite. J'ai regardé ses cheveux parfaitement coiffés et ses yeux arrogants et confiants.
Il n'avait absolument aucune idée qu'il se mariait avec un trou noir financier. Il pensait assurer son avenir. Bien sûr, Mérite, ai-je dit, ma voix douce comme du verre, dégoulinant d'une politesse terrifiante. Nous devrions absolument parler du succès de Blé. Dis-moi, Blé, comment se sont passées les négociations avec la holding la semaine dernière? A-t-il été difficile de les convaincre qu'une entreprise avec 48 millions de dollars de passifs cachés valait la peine d'être acquise? La tête de Blé s'est relevée si vite que j'ai cru qu'elle allait se casser le cou. Toute la couleur a quitté son visage en une seule seconde, la laissant ressemblant à un fantôme terrifié. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle me regardait, les yeux écarquillés d'une panique si profonde qu'elle était presque belle à voir. Alden s'est moqué bruyamment, brisant le silence soudain et horrible. De quoi tu parles, marin? Des passifs cachés. Mon Dieu, tu lis un article dans un magazine de caisse et tu te prends pour une économiste. Arrête d'être jalouse et retourne à la cuisine. Ouais, marin, a ajouté Fallon, en roulant des yeux et en sirotant son vin. Laisse les affaires aux gens qui portent des costumes pour aller travailler. Tu te ridiculises. J'ai souri. Un vrai sourire sincère. Il a atteint mes yeux. C'était la première fois que je souriais dans cette maison en 20 ans. Tu as raison, Fallon, ai-je dit doucement. Je devrais laisser ça aux professionnels. La pièce est descendue dans un purgatoire tendu et angoissant. Chorus me lançait des regards assassins, son esprit s'emballant. Essayant de trouver un moyen de me faire sortir physiquement sans provoquer une altercation physique massive devant les riches beaux-parents. Blé me regardait avec une expression de pure horreur grandissante. Une petite ligne verticale apparaissant entre ses sourcils alors que son cerveau tentait de calculer comment la sœur qui travaillait dans une épicerie connaissait le chiffre exact et classifié de la dette secrète et illégale de son entreprise. Nous sommes restés assis là pendant 20 minutes angoissantes. Je n'ai pas parlé. Je les ai juste regardés se tortiller. J'ai laissé le silence s'étirer et tirer jusqu'à ce qu'il ressemble à un fil sur le point de se rompre. Vibrant d'énergie cinétique. Et puis, à exactement 20h15. Le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée a résonné dans la maison. Boum. 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 Chorus a sursauté, visiblement surprise. Elle a rapidement lissé sa robe et a remis son faux sourire accueillant sur son visage. Oh, ce doivent être les traiteurs avec le dessert tardif. Je vais ouvrir. Excusez-moi. Elle est sortie rapidement de la salle à manger et est entrée dans le grand hall. Le reste de la table attendait en silence. J'ai tendu la main et j'ai doucement fait tourner l'étiqueteuse en plastique sur la table. Écoutant le plastique gratter contre le lin. Nous avons entendu la lourde porte en bois s'ouvrir. Nous avons entendu la voix de ma mère, soudain confuse et hésitante. Oh, puis-je vous aider? Vous êtes perdu? Et puis une voix a répondu. C'était une voix qui commandait des salles de conseil. Une voix qui négociait des contrats de plusieurs milliards de dollars. Une voix qui ne demandait pas la permission d'entrer dans une pièce sur Terre. Je ne suis pas perdu, a dit Hay. Ses pas étaient lourds et autoritaires sur le parquet. Se dirigeant fermement vers la salle à manger. Je cherche ma partenaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la première partie de l'histoire. Si vous voulez voir exactement comment mon partenaire commercial a démantelé les mensonges de ma famille devant tout le monde, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. La deuxième partie arrive tout de suite. Les pas lourds se sont arrêtés au bord de la salle à manger. Chaque personne à table a tourné la tête vers l'arcade. Chorus suivait le nouveau venu, ressemblant à un oiseau agité qui venait de percuter une vitre. Elle ouvrait et fermait la bouche, complètement dépouillée de sa présence habituellement imposante. Et puis est entrée dans la lumière du lustre. Elle était un homme qui n'entrait pas seulement dans une pièce. Il l'occupait. Il portait un costume anthracite sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de ma mère. Il tenait une épaisse mallette en cuir noir dans une main. Il n'a pas regardé les arrangements floraux coûteux. Il n'a pas regardé la nourriture du traiteur. Il n'a même pas regardé Chorus. Ses yeux, froids et évaluateurs, ont balayé la table jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Mérite, assis à côté de Blé,
a émis un étrange son d'étouffement. J'ai vu la couleur quitter complètement le visage de Mérite. Il s'est levé si vite que sa lourde chaise de salle à manger a grincé violemment contre le parquet. Il a renversé son propre verre d'eau. Mais il n'a même pas remarqué l'eau qui se répandait sur la nappe en lin coûteuse. Monsieur est, a balbutié Mérite, sa voix se brisant comme celle d'un adolescent terrifié. Monsieur, je ne savais pas que vous veniez. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière au sommet mondial de la finance à New York. Je suis Mérite. Je suis de la division de gestion de patrimoine régional 2. Elle ne l'a même pas regardé. Il a simplement levé une main. Un geste silencieux et sans effort qui a instantanément fait taire Mérite. Mérite a dégluti difficilement et s'est rassis sur sa chaise, l'air d'avoir vu un fantôme. Le banquier d'affaires arrogant, qui avait bombé le torse toute la nuit, transpirait soudainement à travers sa chemise sur mesure. Le reste de la famille a observé cette interaction en silence, stupéfait. Ils ne savaient pas qui était, mais ils comprenaient le pouvoir. Ils comprenaient que l'homme qui venait d'entrer chez eux appartenait à une stratosphère de richesse et d'influence complètement différente de quiconque dans cette pièce. Et est passé directement devant mon oncle Alden. Il est passé devant Blé, qui était toujours figé sur son siège. Il s'est arrêté juste à côté de ma chaise. Il a baissé les yeux sur l'étiqueteuse en plastique orange vif et bon marché posée à côté de mon téléphone crypté. Un petit sourire sinistre a joué au coin de sa bouche. Je t'avais dit d'arrêter d'aller à ces dîners de famille, Marin, a dit doucement est. Sa voix un grondement profond et régulier. Ils sont terribles pour ta tension artérielle. Je l'ai regardé. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je t'avais dit que je devais aller jusqu'au bout. As-tu apporté les papiers? Et a hoché la tête. Il a soulevé la lourde mallette en cuir noir et l'a laissée tomber en plein centre de la table. Juste à côté du gâteau ridicule qui disait « Félicitations à notre visionnaire ». La mallette a heurté la table avec un bruit sourd et lourd qui a fait trembler les verres en cristal. C'est fait, a dit est, me regardant directement. L'encre est sèche. Le conseil a finalisé le vote il y a 20 minutes. Tu viens de vendre Apex Investment Holdings pour 1,8 milliard de dollars. Les virements bancaires arriveront sur les comptes d'ici mardi. Voici la dernière page de signature. As-tu un stylo ou dois-je emprunter ce jouet en plastique qu'ils t'ont donné? Le silence qui a suivi cette déclaration était absolu. C'était le genre de silence qui résonne dans vos oreilles après l'explosion d'une bombe. 19 personnes ont cessé de respirer en même temps. 1,8 milliard de dollars. Le chiffre flottait dans l'air, massif et incompréhensible. Chorus, qui avait finalement rattrapé son retard et se tenait derrière elle, a laissé tomber son verre de vin. Il a heurté le parquet et s'est brisé en 100 morceaux, projetant du vin rouge sur les plaintes comme du sang. Personne n'a bougé pour nettoyer. Personne n'a même regardé. Et a déboutonné sa veste de costume, tournant son attention vers la table de visage figé et ébahi. Il a regardé Chorus, puis Alden, et enfin Blé. Votre sœur a un avenir, a dit est. Répétant parfaitement la citation que je lui avais envoyée par texto plus tôt. Il a laissé les mots en suspens, exposant leur pure stupidité. Tu ranges des étagères pour gagner ta vie. C'est elle l'histoire à succès. Tu es celle que nous cachons aux invités. Et Harry, un son court et sec, dépourvu de tout humour. Il a regardé ma mère. Je viens de remettre un contrat de 1,8 milliard de dollars à la femme que vous cachez aux invités. Personne ne vous l'a dit? La bouche de mon oncle Alden était grande ouverte. Il regardait, puis la lourde mallette en cuir, puis moi dans mon pull gris délavé. Et de nouveau est. Marin, a chuchoté Alden, sa voix faible. Marin a vendu une entreprise pour. Pourquoi? C'est impossible. Marin travaille dans une épicerie. C'est une magasinière. Je me suis lentement levé de ma chaise. Je ne me suis pas pressé. J'ai pris mon temps, laissant la réalité du moment s'imprégner profondément dans leurs os. La dynamique familiale venait de changer violemment. Et je voulais qu'ils ressentent chaque seconde de l'impact. Que se passe-t-il lorsque le bouc émissaire que vous avez passé des décennies à frapper des tiens
Soudainement les clés de tout le royaume. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chaque personne qui avait ri de moi 10 minutes plus tôt. Ils me regardaient comme si j'étais une étrangère qui venait de s'introduire chez eux. Je travaille dans une épicerie, Alden, ai-je dit doucement. Ma voix était calme, mais elle portait jusqu'au moindre recoin de la pièce silencieuse. J'ai travaillé dans beaucoup d'épiceries. Je range des étagères. Je vérifie les stocks. J'éponge le sol s'il y a une flaque. Tu vois. Quand tu possèdes une énorme société de capital investissement qui rachète des chaînes de vente au détail en faillite, le seul moyen de savoir si ton investissement survit est de mettre un uniforme et de parcourir le terrain toi-même. J'ai montré du doigt ma cousine Fallon, qui pressait actuellement une main tremblante contre sa poitrine. Il y a 6 mois. Fallon a pris une photo de moi en train de transporter des caisses de lait au supermarché local. Elle l'a envoyée à vous tous. Vous vous êtes tous bien amusés à rire de l'échec de 41 ans de la famille. Vous n'avez jamais pris la peine de vérifier qui possédait réellement ce supermarché. Vous n'avez jamais pris la peine de lire les documents d'acquisition de l'entreprise. Si vous l'aviez fait, vous auriez vu mon nom tout en haut du conseil d'administration. Fallon s'est recroquevillée sur sa chaise, son visage brûlant d'une onde profonde et laide. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'ai tourné mon attention vers le bout de la table. Vers Blé. Blé tremblait. Ses mains agrippaient les bords de la table si fort que ses jointures étaient complètement blanches. Son maquillage parfait commençait à couler. Elle ressemblait à un animal piégé. Et en parlant d'acquisition d'entreprise, ai-je poursuivi. Mon ton passant de conversationnel à chirurgical. Parlons de ta start-up technologique visionnaire, Blé. Parlons de cette histoire à succès de 50 millions de dollars que nous célébrons tous au champagne ce soir. Mérite s'est penché en avant, ses yeux passant frénétiquement de moi à sa fiancée. De quoi tu parles, marin? Le rachat est de notoriété publique. La holding a envoyé la proposition la semaine dernière. Je n'ai pas regardé Mérite. J'ai gardé les yeux rivés sur ma sœur. Dis-leur, Blé, ai-je dit doucement. Dis-leur à quoi ressemblait le vrai bilan. Parle-leur des 48 millions de dollars de dettes toxiques cachées que tu dissimulais à tes investisseurs. Parle-leur des réunions de conseil d'administration frénétiques tard dans la nuit où ta propre équipe a menacé de te livrer aux autorités fédérales pour fraude financière. Blé a laissé échapper un petit gémissement pathétique. Des larmes ont finalement débordé de ses cils, ruinant son mascara. Non, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, marin, ne fais pas ça. Mais je n'allais pas m'arrêter. J'avais attendu 23 ans pour ça. Tu t'es levé devant cette famille et tu as accepté leurs applaudissements, ai-je dit. Ma voix s'élevant juste d'une fraction, remplissant la pièce d'une autorité indéniable. Tu les as laissés me rabaisser pour te faire paraître plus grande. Alors, je vais leur dire la vérité. Ta start-up était morte, Blé. Tu étais à quelques jours de la faillite et d'une enquête judiciaire. La holding qui t'a racheté pour une bouchée de pain ne l'a pas fait parce que tu es un génie. Ils l'ont fait pour liquider tes actifs et virer ton équipe de direction incompétente. J'ai fait un pas de plus vers la table. Et sais-tu qui possède cette holding? Blé. Sais-tu qui a signé l'approbation finale pour absorber ton désastre de 48 millions de dollars et t'éviter de faire face à de graves conséquences juridiques? Les yeux de Blé se sont écarquillés. La prise de conscience l'a frappé comme un coup physique. Elle a halté, plaquant ses 2 mains sur sa bouche. C'est exact, ai-je chuchoté, me penchant sur la table. C'était moi. J'ai acheté ton échec. Je possède ton code. Je possède tes brevets. Je suis l'investisseur sans visage qui t'a jeté une bouée de sauvetage pendant que tu te noyais. Et je suis venu ici ce soir avec l'intention de te laisser garder ton petit secret. J'allais manger un morceau de gâteau et rentrer chez moi. J'ai tendu la main et j'ai ramassé l'étiqueteuse en plastique orange vif que ma mère m'avait donnée. Elle semblait incroyablement légère dans ma main. Mais ensuite, maman m'a tendu ça, ai-je dit. Et tu es restée assise là, Blé. Tu es restée assise là et tu l'as laissé faire. Tu les as laissés humilier la personne qui a secrètement sauvé toute ta vie.
J'ai fait lentement le tour de la table jusqu'à ce que je sois juste derrière mon oncle Alden. Alden transpirait abondamment, son visage d'une nuance de gris pâle et maladif. J'ai baissé la main. J'ai appuyé sur la gâchette de l'étiqueteuse jouet et j'ai imprimé un petit autocollant blanc. J'ai placé l'autocollant en plein milieu du front d'Alden. Il n'a pas bougé. Il n'a même pas respiré. Je pense que cela t'appartient, Alden, ai-je dit tranquillement. Parce que ta loyauté et ta grande gueule sont incroyablement bon marché. Tout le drame familial venait d'être complètement renversé. L'enfant prodige était une menteuse. Le bouc émissaire était une milliardaire. Et les complices étaient assis dans un silence terrifié. Mais la pire trahison de la nuit n'allait pas venir de moi. Elle allait venir de l'homme assis juste à côté de ma sœur. À quelle vitesse le faux amour s'évapore-t-il lorsque l'argent disparaît? Le silence dans la pièce était suffocant. Je suis retourné à ma place à côté de Tanson et je me suis tenu à côté de Hay, qui observait la destruction avec un air d'approbation calme et professionnel. Mérite s'est lentement levé. Il n'a pas regardé Blé. Il m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts, calculateurs, balayant le nouveau paysage du pouvoir. L'arrogance qu'il avait affichée toute la nuit avait complètement disparu, remplacée par un désespoir rampant et obséquieux. Marin, a commencé Mérite, sa voix mielleuse de respect soudain. Madame. Mademoiselle Marin, je dois dire que je suis absolument stupéfait. Je suis Apex Holdings depuis des années. Vos stratégies de restructuration agressive dans le secteur de la vente au détail sont légendaires. À Wall Street. Je n'avais aucune idée que vous étiez le cerveau derrière tout cela. Il s'est éloigné de la chaise de Blé, se distançant physiquement d'elle comme si son échec était contagieux. Il a redressé sa cravate et m'a offert un sourire écœurant de politesse. En fait, j'ai dit à Blé le mois dernier que son taux de consommation de trésorerie était insoutenable. A menti Mérite en douceur, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Je l'ai prévenu que son style de gestion manquait de la discipline nécessaire. J'ai toujours su que l'évaluation était gonflée. Si j'avais su qu'Apex était l'entité acquéreuse, je lui aurais conseillé de se rendre immédiatement. Votre philosophie financière est exactement ce dont cette entreprise désordonnée a besoin. Blé le regardait, la bouche bée. Les larmes sur ses joues étaient oubliées, remplacées par un air de choc pur et sans mélange. Mérite, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. Qu'est-ce que tu fais? Nous allons nous marier. Tu m'as dit que ma vision était brillante. Mérite a finalement baissé les yeux sur elle, son expression se tordant en un masque de dégoût froid. Soyons réalistes, Blé. Tu m'as menti. Tu as menti à mes parents. Il a fait un geste vers sa mère et son père, qui étaient assis rigidement sur leur chaise, l'air horrifié par le scandale qui se déroulait devant eux. Tu m'as dit que tu construisais un empire. Au lieu de cela, tu construisais une fraude massive. Je ne peux pas lier la réputation de ma famille à quelqu'un qui fait face à d'éventuelles enquêtes fédérales. Il m'a de nouveau regardé, mendiant pratiquement mon approbation. J'espère que vous comprenez, Marin, que je n'ai absolument rien à voir avec sa tromperie financière. Mon entreprise fonctionne avec les normes éthiques les plus élevées. J'ai regardé Mérite, ressentant une vague de nausée intense. Ma mère avait élevé une personne sans scrupule en Blé, mais Mérite était un parasite. Il était prêt à jeter la femme qu'il était censé aimer sous le bus à la seconde où son compte en banque s'assécherait. Tout ça pour baiser l'anneau d'une milliardaire qu'il avait moqué il y a à peine une demi-heure. Tu es un lâche, Mérite, ai-je dit sèchement. Ma voix était calme, mais elle ne contenait aucune pitié. Prends tes parents et sors de cette maison. Si jamais tu essaies de contacter ma sœur ou moi à nouveau, j'achèterai personnellement la firme pour laquelle tu travailles et je te virerai un mardi matin. Maintenant, marche. Mérite a dégluti difficilement. Son visage s'est empourpré de colère et d'humiliation, mais il n'a pas osé discuter. Il savait que j'avais le capital pour détruire sa carrière d'un simple coup de fil. Il a fait un geste sec à ses parents. Ils ont pris leur manteau et sont pratiquement sortis en courant par la porte d'entrée, laissant Blé assise seule en bout de table, complètement abandonnée. Blé a finalement craqué. Un sanglot bruyant et les lui a déchiré la poitrine.
Elle a posé sa tête sur la nappe coûteuse et a pleuré, ses épaules secouées violemment. Elle ne pleurait pas pour la start-up perdue. Elle pleurait parce que toute l'illusion de sa vie parfaite et dorée venait de voler en éclats en un million de morceaux irréparables. Je savais que c'était faux, sanglotait Blé dans ses mains, ses mots étouffés et mouillés. Je savais que j'échouais. Mais maman continuait de me pousser. Elle continuait de réserver des interviews. Elle continuait de se vanter auprès des voisins. J'avais si peur. J'étais si fatigué de faire semblant d'être un génie. Je voulais juste que ça s'arrête. Je suis une menteuse. Je suis une menteuse complète. Chorus a essayé de parler, sa voix tremblante. Blé, ma chérie, ne dis pas ça. Tu es brillante. Ce n'est qu'un contretemps. Marin essaie juste de semer la confusion. Tais-toi, maman, a crié Blé, relevant la tête, son visage un désastre de mascara noir et de larmes. Tais-toi, c'est tout. C'est fini. Tout est fini. Je n'ai plus rien. Avant que Chorus ne puisse formuler un autre mensonge. Il y a eu un petit mouvement au bout de la table. Ma tante Tanson s'est lentement levée. Elle a fouillé dans son petit sac à main perlé avec des mains tremblantes. Elle en a sorti un morceau de papier plié et délavé. On aurait dit un vieux chèque de banque. Tanson s'est approchée de moi lentement. Toute la famille la regardait. Elle s'est arrêtée devant moi et a tendu le morceau de papier. Ses yeux nageaient dans les larmes. Marin, a chuchoté Tanson, sa voix épaisse d'émotion. Il y a 5 ans, quand ma grave maladie est revenue. L'assurance a refusé de couvrir les traitements expérimentaux. J'allais perdre ma maison. J'allais survivre. Et puis une fondation caritative anonyme a payé toute la facture de l'hôpital. Ils ont remboursé mon hypothèque pour que je puisse me reposer. Elle a baissé les yeux sur le papier, puis les a de nouveau levés vers moi. L'entête sur les documents de transfert provenait d'une filiale. Mais la signature d'autorisation finale, il y avait juste écrit Apex. Tanson a tendu la main et a doucement touché mon bras. C'était toi. Tu m'as sauvé la vie? J'ai regardé la tante qui m'avait glissé un manteau chaud quand j'avais froid. La seule personne dans cette pièce qui m'avait jamais regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour quand j'étais enfant. J'ai hoché la tête une fois, juste un petit mouvement presque imperceptible. Tanson a poussé un cri aigu et a jeté ses bras autour de mon cou, me serrant dans une étreinte serrée et désespérée. Elle a sangloté contre mon épaule, répétant immersive encore et encore. Le reste de la famille était assis dans un silence stupéfait. Le récit était complètement mort. Je n'étais pas l'échec jaloux et amer. J'étais la protectrice silencieuse. J'étais le fantôme qui payait leurs dettes pendant qu'ils riaient de mes vêtements. Mais ma mère, avec son narcissisme profond et incurable, refusait toujours de se rendre. Que se passe-t-il quand un prédateur acculé réalise qu'il n'a absolument plus de dents? Tanson s'est finalement retiré, essuyant ses yeux, et a reculé pour me donner de l'espace. La pièce était lourde du poids de 23 ans de mauvais jugement. La plupart de mes parents regardaient leurs genoux, totalement incapables de croiser mon regard. Même l'oncle Alden avait discrètement décollé l'autocollant de prix blanc de son front et fixait le mur d'un air absent. Mais Chorus était incapable de honte. La honte exige une conscience de soi. Et ma mère avait remplacé sa conscience de soi par un besoin désespéré de contrôle il y a des décennies. Elle se tenait au bout de la table, le visage d'un blanc crayeux, sa respiration courte et rapide. Elle a regardé la lourde mallette en cuir sur la table, puis et enfin moi. Son esprit tournait, frénétiquement, essayant de trouver un moyen de réécrire ce désastre en une histoire où elle était toujours l'héroïne. Elle a forcé un sourire. C'était une chose affreuse et cassante qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, a dit Chorus. Sa voix tremblant violemment malgré sa tentative de paraître légère et conversationnelle. Eh bien, regarde-toi, Marin. Une milliardaire. Je dois dire que tu as certainement gardé ça secret de ta propre mère. Elle a fait un pas vers moi, joignant ses mains devant sa poitrine. Mais voyez-vous? Voyez-vous tous ce que j'ai fait? Elle s'est tournée pour s'adresser à la pièce silencieuse. Sa voix gagnant en volume désespéré et frénétique.
C'est moi qui l'ai faite ainsi. Si j'avais été douce avec elle, si je l'avais choyée comme le font les autres mères, elle n'aurait jamais développé ce genre de volonté. Je lui ai donné la peau dure dont elle avait besoin pour survivre dans le monde de l'entreprise. Je t'ai poussé hors du nid, marin, pour que tu puisses apprendre à voler. J'ai construit cette résilience en toi. Tu dois ton succès aux normes que j'ai établies. Je la fixais. C'était à couper le souffle. Sa capacité à tordre la réalité pour nourrir son propre ego était vraiment terrifiante. Elle essayait en fait de s'attribuer le mérite du traumatisme qu'elle avait infligé, qualifiant ses abus de masterclass en parentalité. Nous sommes une famille, a poursuivi Chorus, se rapprochant, tendant la main pour toucher mon bras. Une famille partage ses victoires. Apex Holdings. C'est un triomphe familial. Je suis si fier de toi, ma chérie. Nous pouvons mettre toute cette laideur derrière nous. Tu peux revenir à la maison. Nous pouvons combiner tes ressources avec le réseau de blé. Ne me touche pas, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. C'était à peine plus qu'un murmure. Mais elle portait une finalité froide et absolue qui a fait geler Chorus instantanément. Elle a lentement retiré sa main, son faux sourire s'effritant enfin. Tu ne m'as pas construite, maman, ai-je dit, regardant directement dans ses yeux paniqués. Tu as essayé de m'enterrer. J'ai survécu malgré toi, pas grâce à toi. J'ai passé 23 ans à m'épuiser dans des salles de conseil et à travailler jusqu'à l'os juste pour construire une vie où je n'aurais jamais à compter sur ton amour conditionnel à nouveau. Je me suis tourné vers elle. Elle a ouvert en douceur la mallette en cuir noir. Il a contourné l'épaisse pile de documents d'acquisition et a sorti une seule feuille de papier. Juridique épais et impeccable. Il me l'a tendu. Chorus a regardé le papier avec des yeux écarquillés et terrifiés. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle chuchoté. J'ai baissé les yeux sur le document. C'est un acte de propriété, maman, ai-je dit. J'ai levé les yeux vers le magnifique lustre en cristal, les œuvres d'art coûteuses sur les murs. Le vaste domaine bien entretenu que Chorus avait utilisé comme son château personnel pendant la dernière décennie. Tu as toujours vécu au-dessus de tes moyens, ai-je poursuivi, ma voix résonnant dans la vaste pièce. Tu as contracté 3 hypothèques distinctes sur cette maison pour financer le faux style de vie de blé. Tu as acheté des vêtements de marque et organisé des fêtes avec traiteurs tout en ignorant les avis de la banque. Le mois dernier, la banque a finalement engagé une procédure de saisie. Tu allais être expulsé par le shérif mardi prochain. Tu l'as gardé secret de tout le monde, espérant que le rachat de blé te sauverait à la dernière minute. Chorus a couvert sa bouche d'une main tremblante. Un halètement étranglé s'est échappé de sa gorge. Mais la banque n'a pas saisi, ai-je dit, en tenant le papier. Parce qu'une société d'investissement immobilier privé est intervenue et a racheté l'ensemble du portefeuille de dettes de la banque. Ils ont payé le principal en espèces. Ils possèdent l'acte de propriété de ce bien en toute propriété. Chorus a laissé échapper un souffle tremblant. Une étincelle d'espoir désespéré s'allumant dans ses yeux. Tu as acheté la maison. Tu as remboursé ma dette. Oh, marin, je savais que tu m'aimais. Je savais que tu ne laisserais pas ta mère perdre sa maison. J'ai bien acheté la maison, maman, ai-je dit doucement. Mais je n'ai pas remboursé ta dette. J'ai acheté la propriété, ce qui signifie que je suis maintenant ton unique propriétaire. J'ai fait un pas en avant et j'ai posé le document juridique sur la table. Juste à côté de son verre de vin brisé. Je mets officiellement fin à ta location, ai-je déclaré, ma voix complètement dépourvue d'émotion. En tant que propriétaire légal de ce domaine. Je te donne un préavis d'expulsion standard de 30 jours. Tu as un mois pour emballer tes vêtements de marque, tes fausses récompenses et ton ego terrifiant. Et sortir de ma maison. Chorus a regardé le papier comme si c'était un serpent vivant. Non, a-t-elle chuchoté, secouant la tête violemment. Non, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. Tu ne peux pas me jeter à la rue. Où irai-je? Je n'ai pas d'argent. Cela ressemble à un problème, maman, ai-je dit froidement. Peut-être que tu pourras trouver un travail à ranger des étagères dans une épicerie.
J'ai entendu dire que ça forge un excellent caractère. Les genoux de Chorus ont finalement cédé. Elle s'est effondrée sur sa lourde chaise de salle à manger. Ses mains agrippant sa poitrine alors qu'elle commençait à hyperventiler. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément un allié. Alden, a-t-elle haleté. Fallon, aidez-moi. Parlez-lui. Personne n'a bougé. Mon oncle a regardé le sol. Ma cousine a soudainement trouvé ses chaussures incroyablement intéressantes. Ils avaient passé toute leur vie à affluer vers le pouvoir. Et le pouvoir dans cette pièce venait de changer violemment. Ils n'allaient pas risquer la colère d'une milliardaire pour sauver une femme qui n'avait plus rien à leur offrir. Chorus était complètement seul. Son empire de mensonges avait brûlé jusqu'aux fondations en moins d'une heure. Je lui ai tourné le dos, prête à sortir par la porte d'entrée et à ne jamais revenir. Mais avant que je puisse atteindre le couloir, une main a attrapé la manche de mon pull gris. Que allait faire l'enfant prodige maintenant que son piédestal avait été brisé? Je me suis arrêté et je me suis retourné. C'était Blé. Elle s'était levée de table. Elle avait l'air terrible. Sa robe en soie de créateur était froissée. Son maquillage coulait sur son visage entraîné sombre et laide. Et ses yeux étaient rouges et gonflés. Mais pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas l'air fausse. Elle avait l'air entièrement, douloureusement humaine. Elle tenait sa main gauche en l'air. À son annulaire se trouvait l'énorme bague de fiançailles en diamant scintillant que Mérite lui avait donné. Une bague que je savais maintenant avoir été achetée avec une ligne de crédit à taux d'intérêt élevé. Blé a tendu la main droite, a attrapé la bague en diamant et l'a retirée de son doigt. Elle n'a pas hésité. Elle l'a jetée à travers la pièce. Elle a heurté le parquet avec un cliquetis sec et a roulé sous une table d'appoint. Abandonnée dans la poussière. Marin, a dit Blé. Sa voix était rauque et tremblante, mais elle était étonnamment stable. J'ai attendu. Je m'attendais à ce qu'elle me crie dessus. Je m'attendais à ce qu'elle me reproche d'avoir ruiné sa vie, d'avoir exposé sa fraude. D'avoir chassé son riche fiancé. C'est ce que Chorus l'aurait entraîné à faire. Dévier, nier, attaquer. Mais Blé est resté là, regardant mon pull gris délavé, puis mon visage. Je suis tellement désolé, a chuchoté Blé. Les mots flottaient dans l'air, fragiles et terriblement honnêtes. La salle à manger était morte de silence. Même Chorus avait cessé d'hyperventiler pour regarder sa plus jeune fille avec choc. Je l'ai laissé faire, a poursuivi Blé, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Je suis resté assise ici et j'ai laissé maman te donner cette étiqueteuse en plastique. Je les ai laissés rire de toi. Je les ai laissés rire de toi toute ma vie parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais terrifié. Je savais que la start-up échouait. Je savais que j'étais une menteuse. Je me noyais, Marin. Chaque jour, je me réveillais avec l'impression d'étouffer sous la pression d'être l'enfant prodige. Je détestais la personne que je devenais, mais je ne savais pas comment arrêter le train. Elle s'est essuyé le visage avec le dos de la main, étalant davantage son maquillage. Quand Mérite est partie, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, a étouffé Blé. Un rire humide et brisé s'échappant de ses lèvres. Il ne m'aimait pas. Il aimait la fausse évaluation. Maman ne m'aime pas non plus. Elle aime le droit de se vanter. Blé, arrête de parler comme ça, a hurlé Chorus depuis sa chaise, sa voix stridente de panique. Tu es en état de choc. Ne t'excuse pas auprès d'elle. Blé n'a même pas regardé notre mère. Elle a gardé les yeux entièrement rivés sur moi. Tu as acheté mon entreprise, a dit Blé. Tu as remboursé la dette pour que je n'aille pas au tribunal. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu sauvé après la façon dont je t'ai traité? J'ai regardé ma jeune sœur. Je me suis souvenu de la petite fille qui pratiquait le ballet dans le salon pendant que je transportais des boîtes dans le froid glacial. Elle était une victime de l'ambition de Chorus tout autant que moi. Chorus a juste utilisé un conditionnement différent sur elle. Parce que le code était en fait bon, Blé, ai-je dit. Honnêtement, le logiciel a du potentiel. Il était juste géré par une idiote qui se souciait plus des couvertures de magazines que de la stabilité des serveurs.
Et parce que tu es ma sœur, je ne voulais pas te voir dans une affaire fédérale de graves conséquences juridiques. Blé a laissé échapper un souffle lourd et frissonnant. Elle a fermé les yeux un long moment, et quand elle les a rouverts, une étrange et calme résolution s'était installée sur ses traits. J'ai besoin d'un travail, marin, a dit Blé tranquillement. J'ai haussé un sourcil. Tu ne travailles pas pour Apex, Blé. J'ai viré toute ton équipe de direction. Tu es complètement exclu de l'entreprise technologique. Je sais, a dit Blé, en faisant un pas de plus. Je ne veux pas travailler dans la technologie. Je ne veux pas être PDG. Je ne veux plus faire semblant d'être une visionnaire. Je veux apprendre comment fonctionne le monde réel. Je veux apprendre ce que j'aurais dû apprendre il y a 10 ans. Elle a baissé les yeux sur mes mains. Sur les faibles cicatrices estompées sur mes articulations de mes jours d'entrepôt. Puis a de nouveau levé les yeux vers moi. Je veux ranger des étagères, a dit Blé. Sa voix était ferme. Plus de larmes. Laisse-moi venir travailler dans un de tes supermarchés. Mets-moi en équipe de nuit. Paie-moi le salaire minimum. Laisse-moi transporter des boîtes et laver les sols et apprendre comment. Comment construire quelque chose à partir de zéro, comme tu l'as fait. S'il te plaît, marin, j'ai besoin de briser le cycle. Toute la pièce regardait Blé comme si elle avait perdu la tête. L'enfant prodige, la princesse de la famille, suppliait de faire du travail manuel. Chorus avait l'air d'être sur le point d'avoir une véritable crise cardiaque. J'ai regardé Blé pendant un long moment. J'ai cherché dans ses yeux le moindre soupçon de manipulation. La moindre trace de l'influence toxique de notre mère. Tout ce que j'ai vu. C'était une femme désespérée et épuisée qui suppliait d'avoir une chance de repartir à zéro dans la réalité. J'ai hoché lentement la tête. Demain matin, ai-je dit, ma voix complètement professionnelle. Soit à l'entrepôt de distribution sur la route 9 à 6 heures précises. Porte des bottes à embout d'acier et des vêtements que tu ne crains pas de ruiner. Tu commenceras au quai de chargement. Tu gagneras exactement $15 de l'heure. Si tu as une minute de retard, le chef d'équipe te virera sur le champ. Je ne te protégerai pas. Tu gagnes ta place ou tu sors par la porte. Blé a hoché la tête vigoureusement, un petit sourire sincère perçant enfin son maquillage ruiné. Je serai là à 5h45. Merci, marin. Merci. Je lui ai tourné le dos. J'ai fait un signe et je suis finalement sorti de cette salle à manger étouffante. Je suis sorti par la lourde porte d'entrée. Laissant derrière moi les décombres de la hiérarchie toxique de ma famille. J'avais fermé beaucoup de portes doucement dans ma vie. Cette fois, je les laissais grandes ouvertes. Laissant l'air frais et pur de la nuit balayer la maison. Le retour en ville fut silencieux. J'étais assise sur le siège passager de l'élégante voiture noire de haie. Regardant les lampadaires de la banlieue défiler devant la fenêtre. L'adrénaline qui avait maintenu mes mains stables et ma voix froide commençait enfin à s'estomper. Laissant derrière elle un épuisement profond et lourd. Et conduisait d'une main sur le volant, me jetant un coup d'œil de temps en temps. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il me connaissait assez bien pour savoir que j'avais besoin du silence pour traiter l'ampleur de ce qui venait de se passer. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles reposaient sur mes genoux. Les faibles cicatrices argentées sur mes articulations captant les lumières qui passaient. $1 milliard en banque. Et mes mains se souvenaient encore de la sensation du carton gelé à 2 heures du matin. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'échapper à l'ombre de cette jeune fille de 14 ans. À essayer de construire une forteresse si haute que la cruauté de ma mère ne pourrait plus jamais m'atteindre. Mais assise dans cette salle à manger, regardant l'étiqueteuse orange bon marché. J'ai réalisé la vérité. On ne peut pas guérir une blessure en la recouvrant simplement de pansements coûteux. Il faut l'exposer à l'air. Il faut se tenir dans la lumière et laisser les gens qui vous ont fait du mal voir exactement ce que vous avez survécu. Ils ont dit qu'une fille avait un avenir et que l'autre rangeait des étagères. Ils avaient raison. Je serai toujours la femme qui range les étagères parce que je suis celle qui restructure le chaos. Je suis celle qui prend les systèmes brisés et défaillants et les réorganise jusqu'à ce qu'ils aient un sens. Ce soir,
J'ai juste finalement réapprovisionné les étagères de ma propre vie. En mettant l'inventaire toxique et inutile tout en bas, là où il devait être. Cela fait 6 mois depuis ce dîner. Et les conséquences ont été exactement aussi brutales et nécessaires que je m'y attendais. Chorus n'a pas cru que je l'expulserais vraiment. Elle a passé les 3 premières semaines à appeler tous les parents de sa liste de contacts. Sanglotant et jouant la victime. Les suppliant de faire pression sur moi pour que je la laisse rester. Mais les milliardaires ne se laissent pas faire pression par des culpabilisations de la classe moyenne. Le 30e jour arrivé, mon équipe juridique a envoyé le shérif pour changer les serrures. Chorus a été forcé de déménager dans un minuscule 2 pièces exigu du mauvais côté de la ville. Aucun des parents ne lui a proposé de l'héberger. Il s'avère que lorsque vous construisez toute votre personnalité sur la supériorité et la richesse, les gens disparaissent très rapidement lorsque l'argent se tarit. Elle appelle toujours mon bureau une fois par semaine pour exiger de parler à sa fille ingrate. Mon assistant la dirige directement vers une boîte vocale que je ne consulte jamais. Mérite, le fiancé lâche, a tenté d'obtenir un poste dans une société d'investissement rivale. Mais Wall Street est une très petite ville quand on est au sommet. Quelques conversations discrètes au dîner avec quelques membres influents du conseil d'administration. Et Mérite s'est retrouvé complètement sur la liste noire du secteur de la gestion de patrimoine haut de gamme. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances-vie dans un centre commercial. Essayant désespérément de maintenir l'illusion du succès auprès d'un public de plus en plus restreint. Et blessée effectivement présentée à l'entrepôt à 5h45 ce matin-là. Elle portait un jean bon marché et des bottes lourdes. Le chef d'équipe, un homme massif et bourru qui travaillait pour moi depuis 10 ans. Se fichait qu'elle ait porté des robes en soie. Il lui a tendu une paire de gants et a montré un camion plein de produits surgelés. Elle a tenu tout le quart de travail. Elle est revenue le lendemain et le jour d'après. Elle travaille à l'entrepôt depuis 6 mois maintenant. Ses ongles sont ruinés. Elle a perdu l'éclat artificiel et choyé qu'elle avait l'habitude d'avoir. Mais quand nous prenons un café le dimanche matin, une nouvelle tradition que nous avons commencé lentement, prudemment. Elle semble plus vivante que je ne l'ai jamais vue. Elle apprend à gérer une équipe logistique. Elle apprend la valeur d'un dollar pour lequel elle a réellement saigné. Nous ne sommes pas les meilleurs amis, mais nous sommes enfin sœurs. Nous sommes 2 femmes qui ont survécu au même ouragan, juste de différents côtés de la tempête. Je vais toujours sous couverture dans mes magasins. Je mets toujours le polo générique et je parcours les allées avec un presse-papier. Je le fais parce que ça me garde les pieds sur terre. Ça me rappelle que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans un lustre ou dans un mensonge de 50 millions de dollars. Le vrai pouvoir, c'est de savoir exactement ce que vous valez. Même lorsque vous portez un badge et que vous tenez une serpillière. Si vous avez déjà été l'enfant invisible, le bouc émissaire, celui assis dans l'ombre pendant que l'enfant prodige s'attribue le mérite. Je veux que vous sachiez ceci. Les gens qui essaient de vous convaincre que votre place est en bas ont généralement peur de la hauteur que vous pouvez atteindre s'ils arrêtent de vous retenir. Gardez la tête baissée. Continuez à construire votre empire dans le noir. Parce que lorsque vous allumerez enfin les lumières, les cafards se disperseront toujours. Mais j'ai une question pour vous, et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Beaucoup de gens de ma famille élargie, ceux qui étaient trop lâches pour parler à table, ont chuchoté dans mon dos. Ils me traitent de sang-froid. Ils disent que prendre la maison de ma propre mère et la mettre à la rue était un pas de trop. Peu importe à quel point elle m'a terriblement traité en grandissant. Ils disent que la famille, c'est la famille et qu'une milliardaire peut se permettre de laisser une vieille femme garder sa maison. Je ne ressens pas une once de culpabilité. Je crois que les actions ont des conséquences et qu'elle a finalement rencontré les siennes. Mais je suis curieux de connaître votre verdict. Suis-je allé trop loin en prenant sa maison et en appliquant l'expulsion? Ou méritait-elle exactement ce qu'elle a eu après 23 ans d'abus psychologiques? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Je les lirai pour voir qui est d'accord avec mon impitoyabilité. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez entendre d'autres récits satisfaisants de vengeance, de drames familiales et de personnes toxiques qui obtiennent exactement ce qu'elles méritent, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne.
Cela aide vraiment la chaîne à se développer et cela garantit que vous ne manquerez pas la prochaine fois que quelqu'un essaiera de s'en prendre aux mauvais membres de la famille. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort. Gardez les mains stables et ne laissez jamais personne mettre un prix bon marché sur votre. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.